Salut YouTube, nouvelle vidéo. On continue la petite série de lecture. Je vous montre pas. Je viens de sortir d'une petite. Comment on appelle ça? Une petite course, on va dire. J'ai couru. Je sais plus trop, je crois 5 km, je crois. Ça m'a fait du bien. Je compte m'améliorer de semaine en semaine, pas de jour en jour, mais de semaine en semaine. Voilà, là on va continuer la petite série de lecture. C'est parti. Chapitre 3, pardon, le laboratoire mental. Du coup, je vais faire. J'aime bien maintenant faire en deux parties les chapitres. Moi, ça me prend pas 50 ans. La vidéo, elle dure pas 30 minutes et tout. Et c'est plus regardable. Là, je vais lire jusqu'à la page 78. Je vais lire 4 pages, un truc comme ça. Et après, on lira le reste dans la deuxième vidéo. Donc, c'est parti. Page 78. C'est parti. 5 semaines après ce Noël 2018, ma vie entière a été bouleversée. L'attention et la notoriété inattendue qui ont accompagné et survécu la parution de Plus rien ne pourra me blesser ont autant été une leçon d'humilité qu'une expérience déstabilisante. Après des décennies passées à bosser dans l'ombre, loin du regard du public, j'étais désormais sous le feu des projecteurs. Je me suis toujours senti plus à l'aise dans les marges au cours de ma carrière militaire. Je partais faire mes plus longues courses avant que tout le monde se réveille, après une dure journée ou une longue semaine de travail, pendant que d'autres se détendaient ou faisaient la fête, je restais à prendre, d'autres se défendaient. Après une dure journée ou une longue semaine de travail, pendant que d'autres se détendaient ou faisaient la fête, je restais à prendre mes tables de plongée, plier et replier mon parachute ou courir et m'entraîner à la salle de sport jusqu'à tard dans la nuit. Tout ce que je faisais pendant mon temps libre, je le faisais pour assurer mon épanouissement personnel et progresser. Désolé, je suis malade, j'ai peut-être beaucoup reniflé. Je ne faisais certainement pas pour attirer l'attention, mais j'étais souvent incompris. Je portais sur mon dos un rocher aussi grand que le monde, essayant simplement de sortir de l'obscurité qui me poursuivait. J'étais terrifié à l'idée que si je cessais de progresser, si je m'accordais une pause, toutes mes angoisses et ma paresse naturelle reprendraient le dessus. Chaque fois que je me sentais physiquement ou mentalement épuisé, je me voyais mon gros moi de 24 ans me regarder avec un grand sourire, un sourire qui me disait « Je suis toujours là, espèce de loser, je suis celui que tu es vraiment et je n'irai nulle part. » Chaque jour était pour moi une occasion de chasser toute la négativité qui avait colonisé mon cerveau. J'étais fasciné par le pouvoir de l'esprit et sa capacité à travailler pour nous et contre nous. Souvent l'esprit est en proie à un tourbillon d'émotions et de situations qui sèment la confusion et minent notre concentration, notre force et notre courage, qui ont naturellement tendance à fluctuer comme la marée. Mes premières années de vie m'ont fait prendre conscience que cette fragilité que nous portons tous en nous-mêmes, mais plus tard, j'ai appris à exploiter et à canaliser la puissance de mon mental pour accomplir des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Et je l'ai fait en construisant ce que j'appelle aujourd'hui mon laboratoire mental. La construction a commencé après mon dernier voyage à Buffalo. C'est à ce moment-là que j'ai enfin cessé de me plaindre assez longtemps pour comprendre que le terrain d'entraînement qu'il me fallait se trouvait tout autour de moi, le champ de mine qui était ma vie, était le matériau brut dont j'avais besoin. Si je me prêtais attention à mes impulsions, à mes angoisses et à mes actions, si je me débarrassais de ma honte et si j'étais prêt à disséquer mes doutes, mon anxiété et mes peurs, je trouverais la force et la motivation nécessaires pour transformer ma vie. Très vite, je me suis plongé dans les livres pour préparer le test ASVAB et je me suis mis à passer 6 à 8 heures par jour à la salle de sport ou sur les pistes pour me qualifier pour l'entraînement des Navy Seals. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que les entraînements intensifs et les longues séances de travail, comme la vie elle-même, avaient tendance à faire ressortir mes points faibles. Mon désir de continuer à manger n'importe quoi, ma tendance naturelle à brûler les étapes dans presque tout ce que je faisais. Mon manque global de motivation et mon manque d'attention pendant les séances marathons de révision pour le test ASVAB ne faisaient que mettre en évidence ma volonté de me contenter de la médiocrité. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était mon échec à la formation pararescue, je sais pas c'est quoi, qui m'a constamment collé
à la peau pendant toutes ces semaines. Il me suivait comme mon ombre partout où j'allais. Quand j'étais arrivé au camp d'entraînement de l'US Air Force, je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Et lorsque l'entraînement pararescue, je pense que ça doit être les parachutistes, avait commencé 8 semaines plus tard et j'étais au mieux de ma condition physique. J'avais lu l'ordre de mission du début à la fin et je m'étais préparé à chaque évolution physique chronométrée, persuadé que ma force et ma vitesse suffiraient, mais il me manquait la force mentale nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et après une terrifiante évolution en piscine, ma peur de l'eau m'a pris en otage et poussé à l'abandon. Plus je disséquais cette histoire, plus je comprenais à quel point j'avais besoin de ce nouveau laboratoire mental. Je pesais près de 136 kilos et je devais en perdre plus de 45 en moins de 3 mois. Je savais donc que je ne serais pas au mieux de ma condition physique le jour où je me présenterais au Navy Special Warfare Command de Coronado. Mais ce n'était pas nécessaire, mes problèmes n'étaient pas et n'avaient jamais été physiques, ils étaient mentaux. Dans mon laboratoire, chaque entraînement physique s'est transformé en test de force psychologique. J'ai cessé de me soucier de mon apparence inutile d'avoir les abdominaux en béton quand on avait un mental d'acier. À partir de là, chaque course, chaque heure passée à la barre de traction et toutes mes séances de révision nocturne sont devenues des expériences visant à déterminer combien de temps mon esprit résisterait à une pression de plus en plus forte. J'étais en train de créer un homme mentalement prêt à faire tout ce qu'il fallait pour devenir un SEAL. Quitte à vivre 3 semaines d'enfer et à courir avec des jambes cassées, ces expériences se sont poursuivies pendant 20 ans et mes innombrables tentatives, chutes et échecs ont forgé mon alter ego. Un sauvage qui refuse d'abandonner dans presque toutes les circonstances et être capable de surmonter tous les obstacles, je me suis senti obligé de partager ce que j'avais appris dans mon laboratoire parce que je savais que cela pouvait aider les autres. Et la lente révélation de ma motivation intérieure sur les réseaux sociaux s'est transformée en une profonde confession dont plus rien ne pourra me blesser. Quiconque l'a écouté ou lu sait exactement d'où je viens et ce qui me motive, mais il y a une chose que je n'ai jamais partagée, c'est que mon esprit et mon âme ont 2 facettes. Si vous pensez ne pas être à la hauteur, si votre vie n'a pas de sens et si vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts, il n'y a qu'une solution. Réinventez-vous dans votre propre laboratoire mental. Un endroit où vous pouvez être seul avec vos pensées et vous débattre avec l'essence de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez être dans votre courte vie sur Terre. Si cela vous convient, créez un alter ego pour accéder à une partie de la matière noire de votre esprit. C'est ce que j'ai fait. Dans mon esprit, David Goggins n'était pas le sauvage qui accomplissait tous ses exploits. C'est Goggins qui s'en chargeait. David était le gamin né avec un œil fermé et élevé dans la peur et la contrainte. Je n'ai rien de spécial, j'ai simplement cessé de me concentrer sur ce qui me freinait et j'ai appris à utiliser le rejet, la douleur et l'échec comme des outils pour exploiter chaque once de matière noire dans mon esprit. Toute ma force, ma passion et mon désir inemployé, je me suis rarement amusé. J'ai beaucoup plus souffert que j'ai souri, mais j'ai réussi à créer mon alter ego. Goggins se nourrissait du côté sombre de mon âme qui refusait d'être rejeté et il avait un objectif, devenir l'être humain le plus résistant du monde. Nous disposons tous d'un laboratoire mental, mais la plupart d'entre nous ne savent même pas qu'ils ont accès à un endroit où ils peuvent se transformer. Alors ils restent enfermés dehors, à la quarantaine, les portes sont verrouillées et la chaîne est rouillée. À l'intérieur, tout est poussiéreux et délabré. À l'intérieur, toutes les mauvaises herbes ont envahi les fondations et le toit. Pendant 2 décennies, les portes de mon laboratoire sont restées closes, mais je m'étais enfermé à l'intérieur. Après mon alerte cardiaque, j'ai compris que sans le savoir, il y avait eu un moment où j'étais sorti de mon laboratoire mental, en somnambule et où les portes étaient fermées derrière moi. Le 6 février, j'ai reçu un courriel qui a remué le couteau dans la plaie. Il venait de Bob Babbitt, l'homme qui m'avait présenté à Greg Welch, l'un des plus grands triathlètes de tous les temps. C'était lors des championnats du monde Ironman de 2008. Passé 35 ans, Welch avait subi 13 opérations du cœur qui l'avaient contraint à prendre une retraite anticipée. J'étais
dans un tel état de panique que j'ai vu un mauvais présage. Mais Babbitt avait une simple question à me poser. Il voulait savoir si j'accepterais de courir le Leadville Trail 100 cet été-là, afin de récolter des fonds pour son association caritative, le Challenge Athlete Foundation, CAF. Interview, c'est une petite image, il m'a fait peur, de l'interview, juste ici. Continue. Depuis 1994, la CAF a collecté 134 millions de dollars et a offert à 35 000 athlètes souffrant de troubles physiques l'encadrement et le soutien dont ils avaient besoin. C'est une noble cause, mais je n'avais pas couru de 100 000 depuis 5 ans. La dernière fois, c'était la Badwater et je n'étais pas arrivé au bout, je n'ai pas répondu tout de suite, je me suis dirigé vers le miroir de la salle de bain et je me suis regardé en face. Ce n'était pas Goggins qui me regardait, c'était David. Il avait la trouille, je me demandais si j'allais être capable physiquement de terminer la course et surtout de retrouver le niveau que j'avais dans les Ultra Trails, que j'avais couru dans ma jeunesse. Ces pensées étaient douloureuses parce que me disaient que même si plus d'un mois s'était écoulé depuis mon passage aux urgences, je n'étais toujours que l'ombre de ce que j'avais été et je me sentais fragile. Je n'avais pas été autorisé à reprendre un entraînement intensif car les médecins ne savaient toujours pas ce qui n'allait pas. Et comme je passais test sur test pour le cœur, j'étais assez peu motivé. Après des décennies de motivation extrême, j'étais au point mort, loin de la force mentale que j'avais eue. Lorsque toute ma vie a été semée d'échecs, de mines et d'embûches, il est presque impossible que certains jours de trouver la motivation de continuer à se battre. C'est trop épuisant et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il me restait dans le ventre. J'ai cherché dans mes propres yeux une réponse, un engagement, la dernière braise de confiance en ce qui était auparavant un intense feu intérieur. Si la Badwater est l'ultramarathon le plus connu du monde, le Leadville Trail 100, la suit de près. L'épreuve commence et se termine autour de Leadville, dans le Colorado. Cette ancienne cité minière de Rocheuse se trouve un peu plus de 3000 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Elle est plus brute de décoffrage que la station de ski branchée et la communauté hippie des environs. La course est un parcours j'espère que vous entendez pas trop, en aller-retour avec plusieurs ascensions majeures pour un total de plus de 4500 mètres de dénivelé positif. Voilà, page 78 et on continuera la prochaine vidéo. C'est quoi? Hop. Alors, on va faire toujours un petit résumé. Même si c'est que le milieu du chapitre. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc on continue, il s'est fait opérer du cœur. Je vais faire en gros. Il s'est fait opérer du cœur. Et on voit que cette opération, comme il avait dit, c'était une opération où il avait peur de mourir. Enfin, il avait pour une fois peur de mourir parce qu'il avait eu plein de problèmes cardiaques, mais il n'avait jamais eu vraiment peur de mourir. Et là, c'était le premier truc parce qu'il avait repris sa vie en main. Et du coup, il avait enfin peur de la mort. Du coup, cet événement au cœur lui a fait beaucoup de mal. Et du coup, il était depuis cette opération que l'ombre de lui-même. Donc, il avait moins confiance en lui. Il avait moins de détermination, moins de discipline, tout ça. Et il rencontre Greg, je sais plus quoi, qui tient une association pour les personnes handicapées qui veulent faire du sport, je crois bien, si je me rappelle bien. Et il lui propose de courir un marathon, dans un marathon, de 100 km. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru cette distance. Et la première fois qu'il avait couru, il n'avait jamais fini. Et au lieu que, comme avant, il avait ce feu en lui, de toujours relever le défi et de ne pas avoir peur, etc. Et ben là, la peur a été revenue. Et il restait beaucoup moins de motivation qu'avant. Et je sais plus comment il dit dans la phrase, mais il reste qu'une braise, voilà. Au lieu d'un feu entier, il reste qu'une braise. Et du coup, il avait repeur de réussir et il n'arrivait pas à se faire confiance pour faire la course en réalité. Donc voilà. Ça a l'air d'être un bon chapitre en vrai. J'étais en train de réfléchir.
Il parle de son lui intérieur qui séparait la personnalité avec son nom et sa personnalité avec son prénom, qui étaient des personnes complètement différentes. Une était l'enfant qu'il a été, donc faible, qui se trouvait des excuses, qui faisait pas les choses, et son nom, qui est là par contre, qui était la personne forte qu'il est devenu, qui se trouvait plus d'excuses, etc. Et on va voir si il va courir ce marathon. Est-ce qu'il a réussi? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais même pas s'il a réussi ou quoi. On va bien voir. Bon, je pense qu'il a réussi en réalité. Mais putain, 100 km, j'en ai fait 5 et je vous jure, c'était compliqué déjà. Après, j'ai jamais vraiment couru de ma vie comme ça. Et voilà, on verra demain pour la suite. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour les 2 nouvelles vidéos. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire si possible. Je vous dis à demain. Allez, ciao.